Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au webinaire mensuel du RFIX, le réseau francophone international en conseil scientifique. Comme chaque mois, nous accueillons des invités de partout dans la francophonie, des acteurs du conseil scientifique. Je me présente, Nathalie de Marcelis-Varin. Moi, je suis une des cofondatrices du réseau RFIX et responsable de l'axe communauté de pratique et partage d'expériences, transfert de connaissances. L'objectif, évidemment, c'est de partager sur la pratique du conseil scientifique et aussi évidemment d'apprendre les uns des autres. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravie et honorée d'accueillir deux intervenants en fait qui vont nous parler justement de leur expérience, des acteurs du Conseil scientifique consultatif du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons en fait avec nous la chance d'avoir le docteur Adam Day, directeur du bureau genevois du United Nations University Center for Policy Research, qui est responsable donc de la recherche pour le Conseil scientifique consultatif du secrétaire général des Nations Unies. Bonjour Monsieur Dem, ravi de vous avoir avec nous ce midi. Donc, vous dirigez le bureau genevois du United Nations University Center for Policy Research, le UNUCPR. Monsieur Ray supervise les travaux consacrés à la consolidation de la paix, aux droits humains, au maintien de la paix, au climat et à la sécurité, aux sanctions et à la gouvernance mondiale, également responsable de la recherche pour le conseil scientifique du secrétaire général. Et avant de rejoindre l'UNU en 2017, vous avez passé 10 ans au sein des Nations Unies, notamment comme conseiller politique principal à la MONUSCO en RDC, au bureau du coordonnateur spécial pour le Liban, ainsi qu'au sein des directions de l'UMNIS et de l'UNAMIM. À New York, vous avez été officier politique au département des affaires politiques et au département des opérations de maintien de la paix. Vous avez aussi travaillé dans la société civile avec la Human Rights Watch et l'Open Society Justice Initiative au Cambodge. Donc c'est vraiment, on est très honoré de vous avoir avec vous. Et nous avons aussi avec nous Madeleine Hamel, qui est responsable de projet en sciences et technologies au même bureau de l'UNU-CPR à Genève. Et donc Madeleine a travaillé avant de rejoindre ce bureau en tant que senior policy officer au Swiss National Open Research Data Strategy Council, où vous avez mené des initiatives sur la sécurité de la recherche, l'intégration des politiques européennes et le développement d'infrastructures de données. Vous avez également travaillé au Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales, où vous avez contribué à des politiques scientifiques inclusives, ainsi qu'au Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en participant à l'élaboration notamment de politiques humanitaires et activités de communication. Donc, merci beaucoup à tous les deux, en fait, d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire s'intitule De la science à l'action, comment le Conseil scientifique de l'ONU éclaire les décisions mondiales. Comme je le disais en début de notre rencontre, on est au cœur aujourd'hui, évidemment, des enjeux où on espère évidemment que le conseil scientifique va permettre de prendre de meilleures décisions publiques. Donc là, je vous laisse en fait, donc comment se passe le webinaire. Je vais vous donner la parole à tous les deux dans une première partie de webinaire pour les premières 30 minutes. Et après, nous ouvrons la parole en fait et la période de questions ou de commentaires aux participants du webinaire. Je le dirai, je le répéterai un petit peu après vos présentations, mais dans un premier temps, si certains veulent prendre la parole, vous pouvez relever la main. Si vous souhaitez seulement poser des questions, ben, faites-le dans l'aspect où vous pouvez poser des questions, puis moi, je vais monitorer tout ça, puis je participerai aux questions. Alors, Adam, je vous donne la parole pour commencer. Merci Nathalie et Simone et Airfix de nous avoir donné l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Adam Day et avec ma collègue Madeleine Hamel. Nous sommes responsables de la recherche auprès du Conseil consultatif scientifique du secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, nous vous présenterons brièvement le Conseil, son rôle, ses produits et ses projets pour l'année à venir. Et nous sommes ensuite prêts d'échanger avec vous. Et merci Nathalie pour aider avec ça. Madeleine, est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Oui, ça va. Tout d'abord, qu'est-ce que le Conseil? Il y a 2 ans, le secrétaire général a nommé ce Conseil consultatif scientifique. Il était composé de 7 experts scientifiques indépendants. En réalité, à ce jour-là, je crois qu'il compte 8. Le bureau du secrétaire général vient d'annoncer de nouvelles nominations aujourd'hui, en fait. Donc, c'est pas public, mais nous aurons bientôt des nouvelles, je crois, peut-être pendant cette session-là. Ce conseil réunit donc 8 scientifiques indépendants spécialisés en biologie, en environnement et en intelligence artificielle.
Il comprend également tous les chefs scientifiques du système des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation météorologique mondiale, canadienne, chef scientifique, UNESCO et aussi l'envoyé spécial pour la technologie et le recteur de l'Université des Nations Unies. Je crois que ça, c'est tout. Le Conseil bénéficie du soutien de plusieurs institutions partenaires aussi, d'importantes organisations scientifiques telles que le Conseil international des sciences, le Conseil de la recherche en sciences sociales, INSA, de partie de votre groupe, et d'autres encore. La liste complète des institutions est disponible sur le site web du Conseil. En collaboration avec le bureau exécutif du secrétaire général, qui peut être dans le groupe là-bas, nous soutenons le travaux du Conseil. Donc, la deuxième question, quels sont les travaux du Conseil? Ses principaux résultats sont des notes scientifiques, science briefs en anglais. Il s'agit des brèves notes décrivant un domaine spécifique précis. Par exemple, le Conseil a publié une note sur les progrès en neurotechnologie, présentant les dernières avancées dans ce domaine, les risques et les points à prendre en compte par l'ONU. Pour chaque note, nous apportons notre concours au Conseil. Nous réalisons une analyse documentaire. Nous organisons une table ronde d'experts avec les plus connus scientifiques du domaine et nous aidons au Conseil et les membres à rédiger la note. Dans certains cas, nous collaborons avec d'autres organisations pour élaborer ces notes. Par exemple, maintenant, nous travaillons actuellement avec l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat à la rédaction d'une note d'information sur les tipping points. Je ne sais pas le mot en français, tipping point, mais vous le cherchez. Il arrive parfois qu'un membre du conseil donne également son propre avis en complément de la note. C'est bienvenu. Le secrétaire général demande parfois aussi des entretiens en personne avec le conseil et nous aidons le conseil à formuler tous ses avis comme ça. Troisième chose, quel sujet est-ce que le Conseil a abordé au cours de 2025? Nous avons produit 11 notes d'information sur les sujets suivants. Neurotechnologie, vérification de l'IA de pointe, biologie du vieillissement, informatique quantique, modification du rayonnement solaire, biologie de synthèse, exploitation minière en eau profonde, réacteur nucléaire modulaire, technologie de capture du carbone, et deux, bref, sont pas publiés, pas encore, tromperie de l'IA, Deception, AI Deception en anglais, et biologie miroir. Les deux dernières viennent, je crois sur le site web. Chaque note d'information est transmise au secrétaire général, puis publiée sur le site web. Nous avons ensuite un plan de diffusion, publicité, événements et autres activités qui Madeleine couvrira dans une minute. C'est un travail considérable, mais aussi une occasion importante, je crois, de montrer comment l'ONU utilise la science dans son processus décisionnel. C'est également l'occasion de traduire des questions scientifiques complexes en actions concrètes pour les dirigeants et les décideurs politiques. Et c'est le moment idéal, je crois, pour se tourner vers Madeleine. Madeleine dirige une grande partie de nos recherches scientifiques et elle est francophone aussi, ce qui sera certainement un changement agréable pour vous, tout après ma présentation. Madeleine, la parole est à toi pour la suite de la présentation. Merci Adam. Moi, ce que je voulais couvrir, c'était un petit peu nos plans pour 2026 et 2025. Comme Adam disait, le Conseil consultatif scientifique a 2 ans d'existence à peu près. Donc on a passé un peu par les difficultés des débuts, mettre ça en place, mais voilà, décider de ce qu'on veut produire, comment on produit, quels sont les processus de travail. Maintenant, l'accent pour les prochaines années est vraiment le passage à l'échelle, comment on pérennise aussi nos activités, comment on fait en sorte que l'impact du conseil aille au-delà
voilà, de la publication d'un produit, comment on crée un engagement avec les États membres, avec le haut management aussi le haut fonctionnariat, peut-être on dit en français, le haut fonctionnariat de l'ONU. Et ça passe par plusieurs types de produits. Donc les premiers, comme Madame vous disait, c'est vraiment ces notes scientifiques, c'est notre produit principal. On a toute une liste de nouveaux sujets pour 2026 en tout cas, parmi lesquels les crédits carbone, comment l'IA peut faciliter la modélisation du climat, les nouvelles technologies au niveau des cellules souches, comment l'IA aussi peut participer au système agriculturel. On a beaucoup de sujets liés à l'IA, vous remarquerez, pour la raison aussi assez simple que c'est vraiment une des tendances transversales qu'on a identifiées au niveau du progrès scientifique. Donc on essaye aussi de rendre hommage à ça. Euh, c'est notamment un des sujets qui est sorti de cet exercice annuel de prospective voilà, qu'on fait chaque année. C'est un horizon scanning, on appelle ça, où on demande aux scientifiques un petit peu quelles sont les grandes tendances qu'ils voient émerger dans leur secteur, et l'IA en fait partie. Donc on essaie aussi de répondre un petit peu à la communauté scientifique là-dessus. En 2026, la grande nouveauté, c'est qu'on a deux nouveaux types de formats. On s'est rendu compte, le board se réunit en personne chaque année en septembre aux marges de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc ils se rassemblent entre eux et aussi avec la présence du secrétaire général, de la vice-secrétaire générale et puis voilà, de certains membres du haut fonctionnariat de l'ONU. Et ces discussions ont révélé que certains sujets qu'on a envie de traiter dépassent ce format de note scientifique qui est vraiment un format de vulgarisation scientifique finalement. Donc on a ces notes d'information, notes d'orientation, qui ont plutôt attrait aux grandes évolutions des tendances scientifiques. Voilà, par exemple, il s'agit de faire le point sur où on en est en termes de conceptualisation de la désinformation, de la mésinformation, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a vues émerger. Il s'agit aussi de couvrir justement la science des tipping points. J'imagine en français point de bascule peut-être. Voilà, comment est-ce que c'est intégré dans les processus décisionnels, dans les processus scientifiques. Donc voilà, on a toute cette nouvelle classe de produits qu'on est en train de développer, qui seront des notes un petit peu plus longues, et pour lesquelles on compte beaucoup sur nos institutions partenaires, dont d'ailleurs fait partie INCSA, un réseau avec lequel vous devez être particulièrement familier. Et on va aussi sortir un podcast pour couvrir les sujets qui sont des sujets de discussion, d'opinion, voilà, de tergiversation. Par exemple, voilà, il y a un phénomène assez récent de privatisation de la science, de recherche. Voilà, la recherche est de plus en plus menée dans des laboratoires d'entreprises privées ou alors dans des laboratoires militaires, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour la science? Qu'est-ce que ça veut dire pour la production de connaissances? Mais également au niveau géopolitique et pour cette interface science-politique. Donc voilà, c'est le type de sujet qu'on aimerait couvrir sur ce podcast qui sera en anglais, malheureusement, mais on n'est pas à l'abri de faire un épisode en français, qui sait. Et voilà, pour aussi faire en sorte que ces produits dépassent le cadre de juste la publication sur un site internet, on organise aussi des briefings avec les États membres de l'ONU à Genève. Voilà, c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière et qu'on continue cette année, plus du côté UNUCPR que du Scientific Advisory Board. Euh, et voilà, le format est assez simple. On a testé plusieurs choses et on trouve que c'est ça qui marche. On invite deux scientifiques, aussi dans le but qu'ils soient plus à l'aise par rapport à une assemblée de diplomates qui puissent échanger entre eux et qui ait ainsi un espèce de dynamisme aussi dans la discussion. Et entre 10 et 15 représentants d'États membres. Voilà, dans un format informel, on essaie vraiment de créer des espaces de discussion où on a des scientifiques qui viennent discuter d'une grande avancée. Par exemple, l'année dernière, on a eu des événements sur la biologie de synthèse et ses impacts pour l'industrie, la biologie de synthèse et ses impacts pour la santé. Et on fait en sorte, voilà, d'avoir un espace de conversation où les scientifiques présentent, voilà, le sujet, cadre, et où les diplomates ensuite peuvent poser des questions. Les scientifiques peuvent également poser des questions. Donc on essaie de faire vraiment cet échange en aller-retour. Et les retours qu'on a eus sont excellents. On se sert de ça voilà, pour améliorer la connectivité, on va dire, entre les missions permanentes basées à Genève et les processus de négociation.
On s'en sert aussi un petit peu comme prise de température pour mieux mesurer les intérêts et les priorités d'États membres, qui est quelque chose qui manque encore, je pense, dans le travail du conseil consultatif. On essaye notamment, par exemple, de discuter un peu plus avec les coordinateurs résidents du système des Nations Unies qui sont basés dans les pays autour du monde pour mieux comprendre leurs besoins. Voilà, là, on est dans une phase où on a des premières discussions. On essaye d'aligner un petit peu les attentes que les résidents coordinateurs peuvent avoir, ce que nous, on peut offrir comme connaissance. Et voilà, pourquoi pas développer aussi, co-développer des formats un peu plus régionaux, un peu moins généraux. Voilà, c'est fait partie des pistes d'amélioration certainement du travail du board. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai très envie de laisser le plus de temps possible pour les questions. Et on est effectivement à la fin des slides. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette introduction en fait à vos travaux. Évidemment, moi, je vous suis, comme je l'ai peut-être pas dit en introduction, mais l'INCSA, en fait, l'ERFIX et le volet francophone, en fait, on est un des chapitres de l'INCSA pour la francophonie. Et donc, quand on fait nos webinaires ou quand on échange, évidemment, dans notre réseau, il y a des gens évidemment, qui sont dans l'INCSA ou qui sont dans d'autres réseaux. Merci beaucoup en tout cas pour cette introduction. Je pense que pour certains, c'est peut-être une découverte. Finalement, c'est récent. On en a un petit peu entendu parler, mais je trouve que c'est vraiment intéressant le partage que vous avez fait. Donc moi, je vais commencer. Je vais dire aux participants, donc surtout n'hésitez pas à commencer à écrire les questions et les réponses, enfin pas les réponses, mais les questions que vous souhaitez poser à nos participants. Alors moi, j'ai plusieurs questions pour vous pour un petit peu commencer la discussion. La première, en fait, c'est aujourd'hui, là c'est important, on l'a vu, hein, le rôle de la science peut vous le montrer, puis on est ravi de savoir que justement, il y a une cellule proche, évidemment, des grandes décisions des Nations Unies, mais quels sont les choix, comment vous faites les choix des sujets en fait? Est-ce que, vous l'avez dit, il y a une consultation qui est faite, c'est juste 2 ans, d'accord? Donc, vous avez dit l'IA vient, il y a des sujets plus qui peuvent toucher certaines parties du monde, peut-être moins d'autres. On parle beaucoup de fractures numériques ou d'inégalités, par exemple. Euh, Comment vous identifiez les sujets qui vont être prioritaires pour les 2 premières années au moins, là, en tout cas, ou quand vous faites votre plan stratégique? Il y a plusieurs critères. Je dirais la façon dont les sujets émergent, ça peut venir du secrétaire général et de voilà, du haut management de l'ONU qui décide, voilà, enfin, qui estime qu'une des questions de sciences émergentes, voilà, ils ont besoin d'une meilleure compréhension de ces impacts, de ce que ça signifie. Ça a été le cas, par exemple, pour le choix de couvrir la technologie quantique où voilà, on a eu la vice-secrétaire générale qui nous a demandé expressément de faire une note là-dessus. Pour le reste, ça vient aussi du board en tant que tel. Donc, ce sont des scientifiques qui voilà, discutent ensemble de quels sont les grands sujets. Voilà, un critère commun, c'est que c'est des sujets de sciences émergentes qui ont un impact important et global. Euh, et donc c'est aussi voilà, le board qui pense à une liste de sujets. On a ensuite des exercices de priorisation. Parce que c'est pas toujours simple. On a un board qui est aussi composé d'une grande diversité disciplinaire. Donc ce qui est important pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Je trouve personnellement que c'est un exercice qui est intéressant, voilà, qui représente des challenges, parfois un peu de friction, mais qui fait aussi toute la valeur de ce conseil. C'est vraiment cette intersectionnalité entre les différentes sciences. Et ça vient comme ça, mais c'est aussi pour ça qu'on a une spécialisation voilà, entre l'IA, la biologie et l'environnement, parce que ça représente aussi les capacités qu'on a au sein du board. Et juste pour ajouter un petit chose, un critère très important, c'est est-ce que le conseil peut apporter une valeur ajoutée unique. Parce que quelquefois, il y a un sujet qui est bien parti de UNEP ou UNESCO, quelque autre partie de le système. Donc ça, c'est la difficulté. Il y a des choses vraiment importantes, mais l'envoyé de technologie nous dit, donc mon board scientifique va produire un bref sur ça dans un mois. Donc, il faut toujours adapter la liste pour être unique et ça, c'est une grande complexité, je crois, pendant la processus. Je comprends bien. Vous avez juste 2 ans d'expérience, vous avez déjà quand même, vous étiez chacun des scientifiques ou le conseil scientifique qui est important. Là, on a autour de nous du webinaire beaucoup de gens qui sont des praticiens du conseil.
Est-ce que, peut-être après 2 ans, c'est peut-être un petit peu tôt, mais c'est quoi les principaux obstacles que vous voyez quand vous faites des notes ou des recommandations scientifiques du Conseil scientifique, évidemment, en décision de politique concrète au niveau des États membres? Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez des briefings avec les États membres, il y a des différences au niveau des expertises, mais aussi au niveau des États. Est-ce que vous voyez des choses qui sont complexes justement pour qu'on passe à l'action? C'est des recommandations, mais peut-être au bout de 2 ans, c'est peut-être un petit peu tôt, mais peut-être vous avez déjà des choses à partager avec nous. Je dirais qu'à ce niveau-là, en termes d'impact, déjà la création de enfin, le conseil consultatif, sa première audience, ça a été créé pour le secrétaire général et le haut fonctionnariat de l'ONU. Donc en termes d'impact, on a déjà une mission de mise à l'agenda, voilà, de programmation un petit peu de ces grandes avancées scientifiques, voilà, au niveau de, voilà, au plus haut niveau un petit peu de l'ONU, pour qu'ils aient en tête que, voilà, il y a l'IA, par exemple, accélère les découvertes scientifiques dans la biologie de synthèse, ça a un impact pour la santé, pour l'environnement, sur la biodiversité, donc il faut qu'on en ait conscience. Donc ça, c'est la première. Je pense que c'est une des missions principales aussi du conseil consultatif et c'est là où on pourra mesurer l'impact d'une. C'est difficile à mesurer hein, comme impact, mais c'est voilà, c'est une première mission. En termes d'impact sur les États membres, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer un peu plus à travers ces échanges qu'on fait à Genève, mais ça reste à Genève, dans des circonstances multilatérales. Mhm. Donc voilà, c'est sur des négociations onusiennes, mais pour le contexte dans les États, là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être en contact avec voilà, ce réseau de coordinateurs résidents pour avoir une meilleure idée de comment on peut adapter nos produits à ces besoins-là. Et là, on est encore vraiment voilà, en train de réfléchir, parce que les demandes sont grandes, elles existent, mais pas toujours adaptées au type de recherche, au type de produit que le conseil fait. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose en développement. On pensait, par exemple, faire des notes, régionales. Prendre, par exemple, voilà, la la neurotechnologie, par exemple, d'un point de vue de l'Asie du Sud-Est, par exemple. Mais voilà, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps aussi. Donc, il faut qu'on arrive à balancer un petit peu tout ça. Il y a une question justement d'un de mes collègues, Pierre Pluquelec, là je suis en train de voir de Montréal, qui découvre évidemment votre organisation comme certains d'entre nous, donc ravi évidemment de le faire. La question que vous avez souvent quand on fait du conseil scientifique, évidemment, on est un conseil scientifique, on l'a vu, on a plusieurs expériences, mais souvent, en fait, on est dans un écosystème de collaboration. Comment vous l'avez mis en place, par exemple, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, avec certaines organisations scientifiques, des scientifiques en chef dans certains pays, des sociétés savantes. Donc, sa question, c'est justement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail votre écosystème de collaboration et votre écosystème d'influence, qui est onusien, évidemment, mais il y a peut-être aussi des influences régionales ou sur certains endroits. Mm. Je sais pas, peut-être que Adam pourra parler des premiers pas un peu du board. Moi, je suis revenue au bout d'un an, donc j'ai pas vu les balbutiements un peu du début. Mais je dirais que le réseau s'est beaucoup créé grâce aux institutions partenaires. Ça, mine de rien, au niveau de notre connectivité, de notre impact, c'est une ressource qui est voilà, inestimable. À travers notre connexion avec voilà, le Conseil scientifique international, INCSA, on est aussi connecté avec Global Young Academy, avec Southern Voices qui représente des chercheurs et des chercheuses du sud de la majorité globale. Voilà, on a aussi voilà j'arrive pas à dire, j'ai pas les noms en français donc vous m'excuserez, mais le International Social Science Council. Donc on a aussi des académies un peu internationales. Ça nous aide énormément à avoir accès à l'expertise dont on a besoin, à aussi avoir les relais intéressants pour nos produits. Voilà, par exemple, pour le développement de nos différents travaux de recherche, leur perspective est vraiment quelque chose qu'on chérit beaucoup. Et au niveau de l'ONU, pour la connectivité, avoir les différents chefs scientifiques qui siègent au sein du board, c'est aussi quelque chose qui nous aide beaucoup parce que voilà, dès qu'on se pose une question, par exemple, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'ONU au niveau des technologies de capture du carbone, eh bien, on a la chef scientifique de l'UNEP, donc du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
qui est pas capable directement de nous lier avec ses collègues qui travaillent dessus. Voilà, ça c'est aussi une ressource qu'on a qui est très précieuse. Hmm. Juste ajouter une chose, évidemment, nous intégrons nos institutions partenaires à chaque étape de notre processus. Nous leur demandons également de nous recommander des experts d'autres organisations. Donc, c'est pas fermé le système. Et l'année dernière, nous avons aussi collaboré avec le Wellcome Trust afin inclure des acteurs des pays du Sud dans le processus. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités de- d'avoir plus de partenariats avec ce processus. Donc, le système est ouvert. S'il y a des experts qui sont pas partie de notre institution, on peut utiliser son expertise pendant le roundtables et tout ça. Donc, c'est pas vraiment un système euh, fixé ou fermé. Mm. Est-ce que justement, il y a plusieurs personnes là qui posent des questions, justement, comment on fait pour vous connecter si, par exemple, vous travaillez des sujets, est-ce que vous avez identifié vos sujets au départ? Ça serait possible, par exemple, de vous mettre en relation ou avec des organisations scientifiques qui travaillent sur la même chose. Par exemple, je pense à l'intelligence artificielle actuellement. Il y a beaucoup de groupes de recherche qui sont très avancés. Au Québec, on a l'Observatoire justement sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, l'OBVIA, par exemple, qui est très spécifique. Est-ce qu'on est capable en fait de savoir comment se connecter avec vos instances ou c'est vous qui allez chercher? C'est dans quel sens? Comment ça fonctionne? Je dirais que les institutions partenaires ainsi que les membres du conseil nous servent de, comment dire, à maximiser un petit peu notre, voilà, notre influence et puis à permettre à connecter avec des scientifiques autour du monde. On ne peut pas avoir des mécanismes comme il y a hein, dans certaines organisations, mais d'appel ouvert à contribution. C'est des choses qu'on n'a pas mis en place parce que ça demande énormément de ressources et que c'était pas forcément, voilà, un des mécanismes qu'on a favorisé au début. Mais par exemple, quand on écrit une note scientifique, le processus, c'est toujours de nommer une ou deux personnes au sein du conseil consultatif qui est un peu notre point de référence, Oui. voilà, qui est l'expert référent pour ce sujet-là. Eux, ils sont capables de nous connecter avec différents centres de recherche. Et on a aussi l'ensemble des membres du board, mais aussi des institutions partenaires qui sont mis dans la boucle et qui peuvent aussi nous conseiller des gens, des expertises. Donc voilà, on est obligé de fonctionner comme ça parce qu'on a un petit secrétariat, on a quand même des ressources assez limitées, mais c'est notre façon de mieux connecter. Donc je dirais pour contribuer au travail du board, en fait, le plus simple, c'est passer par les institutions partenaires. INCSA, par exemple, me semble, dans ce cadre-là, être un bon intermédiaire. Parce que souvent, les académies des sciences, par exemple, sont des bonnes ressources aussi. Ils font des liens avec les différents Mhm. centres. Donc, vous avez des représentants des académies, vous disiez ça tout à l'heure. Mais Nathalie, je crois que c'est une bonne question. Comment rendre le processus plus transparent? On a eu des discussions sur ça dans le retrait en septembre. Et c'est difficile parce que l'ONU est un système très opaque. Il est difficile d'annoncer publiquement nos sujets avant de commencer le travaux. Donc, s'il y a des membres ou des collègues ici qui a des idées, des leçons d'autres systèmes, de comment faire un processus plus transparent, plus inclusif, euh, vous pouvez écrire les idées dans le chat ici, parce que c'est vraiment notre but, c'est d'avoir un processus inclusif. Mais c'est difficile parce que les institutions partenaires en sont euh, partenaires aussi, donc c'est vraiment difficile. Je crois que Wellcome Trust a des bonnes capacités de transformer notre approche, mais c'est dans le futur, je crois. Est-ce que, il y a plusieurs, encore, je suis en train de regarder, il y a beaucoup de questions, en tout cas, je vais essayer que ce soit coordonné par rapport à ça. Vous parliez tout à l'heure, vous parliez de risques émergents, souvent des nouvelles technologies, par exemple. Il y a beaucoup, on le sait, en fait, d'incertitudes scientifiques qui peuvent être attachées à ça quand on parle de technologies émergentes.
Comment vous gérez, vous, ce genre de choses-là, en fait, cette incertitude scientifique ou parfois pas encore de consensus, en fait, au niveau scientifique? Est-ce que c'est des éléments que vous amenez de façon transversale ou c'est vrai, ça va dépendre évidemment des sujets, c'est ça. Donc la question de l'incertitude qui va avec risque émergent, en fait, au niveau des différents volets. Je dirais que l'incertitude fait partie intégrante de ce qu'on essaie de transmettre aussi. Voilà, cette intégration de l'incertitude scientifique au niveau des processus de décision, créer une espèce de familiarité avec ça, normaliser l'incertitude. Euh, donc, par exemple, si on parle de sujets voilà, où règne une grande incertitude scientifique ou alors des désaccords. On peut prendre l'exemple du deep sea mining, donc de l'exploitation des fonds marins, où voilà, il y avait vraiment des oppositions au sein de la communauté scientifique. C'est quelque chose qu'on essaie de représenter dans la note qu'on écrit, voilà, pour voilà, exprimer qu'on balance des corps de preuves scientifiques divergents. Et on essaye aussi d'encourager le conseil à écrire une lettre accompagnante. Voilà, ça peut se passer quand il y a des sujets un peu plus controversés, un peu plus difficiles, ou au contraire quand il y a des conseils, quand il y a des, comment dire, un sujet sur lequel le conseil et la communauté scientifique a envie de faire un appel direct au secrétaire général pour mener une action spécifique sur ce sujet. Voilà, on a des lettres accompagnantes qui permettent un petit peu de nuancer les propos ou alors de témoigner voilà, d'une dynamique existant dans la communauté. Il existe en fait des organisations, par exemple, comme le GESDA, là, qui sont plus dans l'anticipation des développements scientifiques. Est-ce que vous avez des liens avec eux ou est-ce que, justement, est-ce que vous êtes au même niveau ou c'est déjà, vous êtes un petit peu plus, après, une fois que le risque est là ou la technologie est déjà en développement? Alors, on a des Non, liens très proches. Oui, vas-y, Adam. Non, on a non, des liens très juste, proches. Ah ouais. oui, GESD est une institution partenaire. Notre bureau est 100 mètres de le bureau de GESD. On utilise son expertise tout le temps, et spécialement sur le horizon scanning. Et chaque note a un petit box qui a ou un petit chose qui dit Horizon Scanning. Qu'est-ce que vient dans deux années, quelque chose comme ça. Donc, j'essaie vraiment central de cet exercice chaque fois, je crois. Je n'ai pas précisé, hein, je m'excuse, certains me demandent c'est quoi GESDA, je vais juste le représenter, c'est le Geneva Science and Diplomacy Anticipateur qui travaille justement sur l'anticipation des risques émergents, en tout cas donc pour ceux qui est basé aussi à Genève en fait. Vraiment expliquer l'exercice de Horizon Scanning pour anticiper le risque, parce que c'est un processus unique, je crois, pour cet Ouais. conseil. Madeleine, est-ce que tu peux, Ouais, tout je à sais que fait. tu as mentionné ça. C'est C'est vrai que quand on parlait un peu de la sélection des sujets, ça fait partie des processus qui servent un petit peu à informer le conseil et puis le haut management de l'ONU sur pour faire un peu plus de prospective. Donc le horizon scanning, comme on appelle ça, c'est un exercice qu'on conduit de façon annuelle. Pareil, on essaye un peu de faire évoluer la méthodologie, mais la dernière en date, en tout cas qu'on a utilisée cette année, c'est qu'on a créé un questionnaire en ligne adressé aux communautés scientifiques à travers justement ces institutions partenaires. Donc voilà, INCSA a partagé ce questionnaire en ligne, le International Science Council aussi. Et on demande en fait aux scientifiques d'identifier les grandes avancées qu'ils voient émerger dans leur domaine à échelle très courte, parce qu'il s'agit de dans les 12 prochains mois ou dans les 5 prochaines années. Donc on est sur une prospective vraiment très courte, ce qui contraste un petit peu avec l'approche du JESDA c'est d'ailleurs fait exprès, qui travaille plutôt sur 10 ans, 25 ans. Donc voilà, c'est aussi pour avoir cette complémentarité entre les deux approches. Donc voilà, quelles sont les grandes avancées, quels sont les risques que vous voyez émerger, quelles sont les opportunités, et on leur demande également de donner leur avis sur voilà, quel type de rôle est-ce qu'ils aimeraient voir l'ONU jouer voilà, dans ce domaine des sciences et des technologies. Et les résultats voilà, de cet exercice, qui est un exercice interne, hein, voilà, un petit peu, qui vient nourrir la stratégie de l'ONU en termes de sciences et technologies, est présenté à un meeting qui a lieu
voilà, en début d'année et qui rassemble les directeurs et directrices des différents bureaux de l'ONU. Donc, c'est aussi une façon de faire venir un petit peu cette culture de l'anticipation, cette culture aussi de la connaissance scientifique un petit peu partout, de la disséminer. Ah, Nathalie, vous êtes en Ah, mute. excusez-moi, quelqu'un. C'est une question que j'avais justement. Vous dites, vous avez différents bureaux de l'ONU à travers le monde et tout ça. Comment vous l'intégrez, vous, au niveau de votre conseil scientifique, s'il y a des perspectives, par exemple, différentes qui proviennent de différentes régions du monde ou des communautés francophones ou de certaines perspectives, par exemple, des pays du Sud. Est-ce que c'est là, vous le mettez en avant? Est-ce qu'il y a des moyens justement de... Parce que parfois, on le voit dans le conseil scientifique, il y a du partage d'expériences qui peut se faire entre les différentes régions, différentes communautés. Est-ce que c'est l'approche que vous avez ou c'est plus général, en tout cas, dans ce que vous donnez? Je sais pas ce que tu en penses, Adam, mais je dirais que pour l'instant, c'est plus général. On est quand même voilà, à un niveau assez global, euh, qu'on aimerait bien, il me semble, pouvoir avoir des perspectives un peu plus diversifiées. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore intégré dans nos notes. C'est quelque chose sur lequel on travaille un peu plus au niveau de la dissémination. Par exemple, dans les échanges qu'on organise à Genève, on a voilà, cette présentation générale à partir de la note scientifique, mais on essaye aussi d'inviter des scientifiques voilà, de la majorité globale qui viennent aussi avec cette perspective de qu'est-ce que ça veut dire la technologie quantique quand l'Internet fonctionne mal, par exemple. Et voilà, donc au niveau des discussions, la dissémination et voilà, des choses un peu plus in vivo, on va dire, on arrive à avoir un peu plus de perméabilité avec ces considérations, mais c'est quelque chose qu'on a encore un petit peu du mal à systématiser, en tout cas dans la production de nos documents. C'est peut-être quelque chose qui pourra enrichir votre processus à un moment donné, j'imagine, en tout cas, Oui, parce qu'il y a une ouais. richesse Mm. justement dans ces Oui, perspectives. il faut être plus systématique, je crois, avec ça, mais on va essayer. Maintenant, les efforts sont d'intégrer des divers points de vue dans le Expert Roundtables. Mais l'année dernière, nous avons consulté trois institutions africaines sur le Artificial Intelligence avec Wellcome Trust, avec les de Wellcome Trust. Et on a obtenu des réponses très différentes concernant les risques de AI. Et je trouve ça très intéressant. Je crois qu'avec quelques sujets, le, le point de vue de risque est totalement différent dépendant sur la région. Donc, je crois que ça, c'est vraiment important. C'est l'ARIA, je crois qu'on va essayer de vraiment renforcer cette année avec un nouveau projet que Madeleine a commencé ici à Genève, d'avoir aussi de recherche euh, en Genève de la Global South aussi. Je crois que ça va commencer en juin. C'est quel juin, juillet? Oui, normalement, c'est un peu dans le cadre de cet engagement avec le monde un peu de la diplomatie et puis voilà cette notion d'interface entre science et diplomatie. On va faire venir des chercheurs, chercheuses, une ou deux qui viennent justement de contextes du Sud global à Genève pour travailler à cette interface, donc pour diversifier un petit peu la perspective voilà, du conseil scientifique et de la diplomatie scientifique qui, à Genève et comme je pense dans d'autres endroits, reste très axé sur les besoins et les risques tels que perçus par le Nord. C'est ça, parce que justement, il y a une question, puis l'intelligence artificielle, vous l'avez vu, hein, ça fait partie justement beaucoup des conversations actuellement. Mais là, quelqu'un me pose la question, face à l'essor de l'intelligence artificielle, comment le Conseil consultatif des Nations Unies peut-il aider à orienter des technologies pour qu'elles bénéficient à toute l'humanité et non seulement à quelques puissances? On parle d'inégalités, on parle évidemment de fractures numériques à plusieurs niveaux selon l'approche que l'on va prendre, évidemment, de l'autre côté, il y a des opportunités pour certaines, dans certains cas. Dans le contexte aujourd'hui, comment vous voyez, quand vous écrivez vos notes ou quand vous faites vos conseils, est-ce que, vous voyez, il y a ces tensions-là, en fait, entre le nord, le sud, mais entre différentes régions du monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous amenez? Parce que j'imagine que ça fait partie, évidemment, des questions qui vous sont posées, j'imagine. J'aimerais bien pouvoir vous dire oui, absolument, nous répondons à ce problème global. Malheureusement, c'est pas le cas et je pense que c'est pas le rôle du conseil que d'apporter des solutions directes à ce type de problématique, voilà,
de division digitale, d'inégalité voilà, avec l'IA. Par contre, c'est le rôle du conseil de rendre ces problèmes visibles et de leur apporter une base scientifique solide pour que ce soit intégré dans tous les processus de décision et voilà, que dès qu'on parle de l'IA, que ce soit considéré le plus possible. Sur les questions d'IA et de gouvernance, on va aussi avoir la chance d'être épaulé par le panel international indépendant sur l'IA, qui vient d'être nommé par l'ONU. Donc, il y a un deuxième conseil consultatif scientifique, mais spécialisé sur l'IA, sur les questions d'IA, et qui va avoir comme responsabilité vraiment beaucoup plus directe d'assister les processus de gouvernance sur l'intelligence artificielle. Donc on collabore avec eux. On travaille nous, on continue nous de travailler sur l'IA, mais plutôt sous l'angle des intersections entre sciences et IA. Donc par exemple agriculture, intelligence artificielle, modélisation climatique, intelligence artificielle. Et puis on a deux membres en commun, donc ce qui nous aide à travailler ensemble. Mais voilà, il y a aussi ce type de nouvelles ressources qui vont être à disposition de l'ONU et des États membres. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord, mais l'une des difficultés, comme Madeleine a dit, réside dans le fait que nous rédigeons des notes scientifiques précipiées. Mais nous espérons que le podcast qu'on a commencé permettra de soulever les questions plus vastes comme société, l'éthique, l'équité, tout ça. On a juste commencé, on a fait combien? 4 interviews. Peut-être on peut essayer de faire un podcast en français après quelques épisodes avec Madeleine. Mais je crois que ça, c'est l'endroit pour vraiment focuser sur les questions plus éthiques. Merci. Donc justement, il y avait une question qui était reliée à ça, en fait, qui disait d'une façon générale, tu sais, est-ce que vous êtes capable de faire, tu sais, comme vous donnez des recommandations de politique publique de façon générale, je vais essayer de retrouver la question parce que là, il y a beaucoup de questions qui rentrent, en fait. Donc on dit les décisions politiques ont souvent des conséquences mondiales. Dans ce contexte, quel rôle concret peut jouer le Conseil scientifique consultatif des Nations Unies pour guider les nations vers des décisions plus responsables? Donc là, on n'est pas d'une façon générale, mais pour chacun, il y a la notion de responsabilité. On a parlé d'IA responsable, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi. Vous, c'est dans ce sens-là hein, que vous rédigez vos notes, en fait, d'une façon générale, si je comprends bien. Je dirais il y a cette idée d'information, ça paraît être une réponse assez basique et banale, mais finalement, ça reste au cœur voilà, du travail de beaucoup d'institutions de conseil scientifique. Une information de qualité qui prend en compte aussi différents corps d'évidence, de preuves, voilà, qui les synthétise de façon à ce que les décideurs politiques puissent s'en saisir. Euh, Quelque chose d'intéressant aussi, je trouve, que ce conseil apporte à la gouvernance globale, en tout cas, voilà, au niveau auquel on travaille, c'est cette notion que chaque avancée a des impacts multiples sur plein de domaines différents, qui peuvent être très rapides, qui peuvent impacter différents pays de façon différente. Et donc, voilà, on donne un petit peu cette vision d'ensemble euh, que n'ont pas forcément certains décideurs politiques spécialisés dans le domaine de la santé, par exemple. Donc voilà, c'est un peu le but aussi, c'est aussi le but d'avoir un conseil qui est multidisciplinaire, qui a toutes ces différentes agences, et de parler à finalement des hauts décideurs qui sont assez généralistes eux-mêmes. C'est de pouvoir vraiment avoir voilà, une idée un peu plus systémique de la gouvernance et puis voilà, qu'est-ce que ça veut dire de gouverner globalement dans un monde où il y a toutes ces avancées technologiques en même temps. Voilà, comment garder un petit peu une vision comme un tableau de bord, un petit peu. Et je pense que c'est aussi une des fonctions du conseil, c'est d'apporter ce tableau de bord pour faciliter la gouvernance. C'est la question plus difficile pour nous, je crois. La dernière section de chaque note d'information comporte une partie intitulée Considération pour l'ONU. Elle ne contient généralement pas de recommandations directes, mais elle aide le secrétaire général à prendre une décision éclairée. Et j'espère que permet aux États membres de comprendre les limites de la gouvernance mondiale face à progrès.
progrès scientifique. Je crois que l'intelligence artificielle représente probablement le principal domaine concerné. C'est vraiment difficile. Comme Madeleine a dit, il y a des autres ISP, comme ça dit, International Science Panel, des autres études sur les mêmes euh, problèmes, mais c'est vraiment le, le défi plus concernant, je crois, pour quelques sujets comme Solar Geoengineering, euh, tout ça aussi. Il y a une question qui porte un peu sur vos processus aussi et sur est-ce que vous avez, et là c'est une question de Grégoire Gaillard, justement, qui dit, bon, l'objectif évidemment c'est le conseil, puis je pense que c'est une initiative qu'on salue beaucoup là, qui est évidemment ce conseil scientifique au sein de la direction secrétariat général de l'ONU, mais est-ce que vous menez des activités qui permettent de sensibiliser justement les hauts fonctionnaires, le secrétariat général sur l'importance de cette littératie scientifique, c'est-à-dire vous êtes un organe maintenant, vous profitez justement de vos travaux, mais est-ce que ça va plus loin dans le sens où vous rappelez l'importance des données, l'importance de l'évidence, l'importance des données probantes notamment? Est-ce que ça fait partie aussi, c'est-à-dire, il y a le conseil scientifique tel que vous le donnez, mais est-ce que vous sensibilisez aussi au processus scientifique qu'il y a derrière? Oui, absolument. Je pense on a de la chance aussi dans le conseil, dans les interlocuteurs qu'on a au niveau de l'ONU, d'avoir des gens qui sont convaincus et puis qui soutiennent beaucoup la science. C'est le cas du secrétaire général d'ailleurs. Euh, mais c'est aussi le rôle du conseil que de d'œuvrer pour une meilleure littératie scientifique. Et puis pour voilà, il y a aussi un côté de advocacy que le Conseil a. Donc, on a publié une déclaration du Conseil sur la science ouverte, Mhm. avec des recommandations claires, avec vraiment un ton assez fort, je pense, en faveur de la science ouverte. Le but de ces déclarations, c'est qu'elles puissent être utilisées par par des, voilà, par des scientifiques, par des je sais pas le terme pour advocacy, je suis désolée, mais aussi par voilà, par des gens qui aimeraient parler à leur gouvernement, qui aimeraient parler à leurs universités en faveur de la science ouverte. On a aussi fait une déclaration similaire sur la confiance dans la science. Voilà, à quel point elle est en danger, qu'est-ce qu'on peut faire pour, voilà, pour soutenir et augmenter la confiance dans la science. Donc c'est une question qui est vraiment aussi au centre des considérations du Conseil. Il y a toujours plus qu'on pourrait faire et je pense qu'on est à l'écoute d'ailleurs de ça parce que c'est bien une déclaration, c'est peut-être pas forcément voilà, une fin en soi. Il y a peut-être d'autres types d'actions que le conseil peut mener, voilà, que le conseil peut soutenir aussi, qui auraient un impact là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est le type d'activités qui ont été conduites là-dedans. Est-ce que dans les sujets que vous avez traités jusqu'à présent, vous avez vu que le contexte politique ou la géopolitique ou certains enjeux ont un impact en fait? Parce qu'évidemment, on le voit, tu sais, on le voit souvent quand on rédige des notes de briefage, ou, tu sais, il y a un contexte particulier parfois qui amène. Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce que vous voyez que vous avez dû expliquer des choses, rappeler l'indépendance ou la neutralité de vos travaux? Est-ce que ça, vous le voyez en fait dans le contexte de vos activités? Peut-être au bout de 2 ans, c'est peut-être tôt, mais je me posais la question. En tout cas, quelqu'un demandait ce sujet-là. Ouais, je sais pas ce que tu dirais, Adam. J'ai l'impression que pour l'instant, on a été relativement protégé d'un contexte où justement il y a quand même beaucoup d'attaques sur la science. Euh, À mon avis, les sujets peut-être... Voilà, il y a des sujets par contre où il y a des controverses assez fortes, où on a des intérêts très contradictoires, pas forcément au sein de la communauté scientifique. Par exemple, voilà, le travail sur l'exploitation des fonds marins. Pas facile, pas facile à sortir parce que voilà, il y a des intérêts contradictoires. Après, voilà, notre mission, c'est de présenter ces intérêts contradictoires, de présenter l'opinion de la communauté scientifique. Il peut y avoir des lettres de réponse, des lettres accompagnantes. Euh, mais je dirais que c'est l'exemple principal où ça a été peut-être un petit peu, où la politique a peut-être été un peu plus présente dans notre processus d'écriture et nos processus de recherche. Je sais pas, voilà, je sais pas si Adam, tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais je dirais que jusque-là, je touche du bois. On a été relativement protégés de ça. Parce que si je peux compléter, il y a une autre question, puis Ouais, Adam, bien peut-être sûr. préciser, quelqu'un qui dit,
Est-ce que vous pouvez préciser si le consensus scientifique est recherché justement dans vos documents et en particulier pour des sujets controversés, par exemple l'énergie atomique et des risques souvent minimisés auprès des décideurs? Là, c'est un exemple, vous parlez des fonds marins. Là, c'est d'autres exemples où on le voit souvent. En fait, on peut avoir des dissonances en fait dans les résultats ou dans les documents qui sont produits. Donc, je sais pas, Adam, si vous pouvez dans ce contexte-là, c'est un autre exemple qui est donné, mais ça reportait bien sur le sujet que je venais de poser. Désolé, je cherche le mute button. Franchement, j'ai pas constaté d'opposition majeure de la part des États membres concernant l'énergie nucléaire. Notre note n'était pas vraiment euh, combative, mais je pense que la géo-ingénierie solaire est le domaine où les États membres se méfiant de l'ONU. J'ai vu les processus. Il y avait une réunion de UNEP ici en Genève sur le euh, géo-ingénierie. Ils étaient vraiment combatifs là-bas. Deux groupes États membres contre les autres, quelques attaques contre l'ONU, pas contre notre note ou conseil, mais c'est vraiment un sujet qui reste pas confortable dans l'ONU. Donc, c'est concernant la biologie, pas de problème, je crois. Toutes les notes étaient, mais je crois que quand c'est AI plus quelque chose, AI plus agriculture, Madeleine va faire une note avec le conseil euh, le mois qui vient, je crois. Ça va être peut-être plus difficile, mais je suis pas sûr. On va voir. Madeleine, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non? Non, effectivement, je pense que j'avais oublié, mais ce sujet de l'ingénierie, du geoengineering, c'est effectivement un autre exemple de sujet contentieux. Là, il y a plusieurs personnes en fait dans le chat qui disent, vous parlez beaucoup jusqu'à maintenant de sujets d'ingénierie, de sciences pures et les sciences sociales. Est-ce que vous avez le droit ou d'autres thématiques comme celle-là? On dit que les membres du comité consultatif sont beaucoup plus justement du côté de la science fondamentale, sciences pures. Est-ce que est-ce qu'il y a des possibilités d'intégrer d'autres types de sciences ou est-ce que sciences humaines et sociales par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous adressez en fait dans vos sujets ou vous allez chercher des collaborations externes au conseil? Oui, les sciences sociales sont des sciences. Et on a quand même quelques représentants, hein, des sciences sociales et des humanités au sein du board. Mais clairement, les sujets ont été beaucoup plus axés sciences dures, parce que c'est ceux qui font, comment dire, qui ont le plus d'impact en termes de risques, opportunités. Par contre, c'est quelque chose qui, je pense, est systématique à chaque réunion du board, c'est qu'on a besoin de plus de sens social. C'est quelque chose que tous les membres du board reconnaissent. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on les a écoutés parce qu'on a 3 nouveaux membres ça a été annoncé aujourd'hui, donc vous avez quasiment une avant-première. Et sur ces 3 nouveaux membres, on a quand même deux scientifiques issus des sciences sociales. On aura Daron Acemoglu, donc prix Nobel d'économie. On est très content. Ainsi que Iris Bonnet, également très contente, qui est une spécialiste en sciences du comportement et notamment une spécialiste de l'égalité de genre. Euh, Mhm. donc voilà, on a deux nouvelles recrues qui vont pouvoir nous aider à mieux intégrer ces sujets. On va aussi traiter quand même quelques sujets de sciences sociales dans nos notes scientifiques de cette année. On veut notamment faire une espèce de mise à jour des sciences comportementales, où est-ce qu'on en est, voilà, quelles sont les dernières avancées en sciences comportementales. Mais oui, ça fait partie des considérations du conseil et c'est important. Et venant moi-même des sciences sociales, j'aimerais qu'il y en ait encore plus, mais on Parce y que sera. très Madeleine, souvent, on le voit quand on parle. Oui, allez-y, Adam, allez-y. Madeleine, est-ce que tu peux décrire le basket 2, les notes basket 2, parce que ça, c'est Oui, plus sciences sociales, ça, c'est c'est un plus sciences nouveau sociales. Ouais, type de produit, je crois. ouais, c'est ça, c'est les notes d'information. On a utilisé plein de mots différents pour les désigner parce qu'on n'a pas encore trouvé
notre titre de préférence. C'est les notes d'information qui font plutôt référence à des tendances de pratiques scientifiques sur la désinformation, sur la mésinformation, sur justement la science ouverte, sur comment est-ce qu'on communique, sur la communication scientifique. Donc voilà, ça, ce sera une catégorie de produits. Je pense que ce sera des petits rapports d'une dizaine, quinzaine de pages. Voilà, des dernières avancées de la pratique scientifique sur ce sujet-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très, très axé sur les sciences sociales. On travaille avec, voilà, avec toutes sortes de contributions de politologues, de sociologues, d'économistes. Euh, voilà, donc ça va sortir d'ici quelques mois. Et puis j'espère que ce sera bien reçu, mais ça fait partie de notre réponse un peu à ce manque. Excellent, parce que souvent on le voit, en tout cas quand on parle par exemple d'IA, on en parlait tout à l'heure, c'est les impacts éthiques, les impacts juridiques, l'encadrement, la gouvernance, évidemment, c'est des réponses aussi en fait hein, aux enjeux qu'on identifie, vraiment importants. Donc c'est tout un réseau aussi autour de vous qui pourrait être vraiment intéressant. Alors évidemment, il y a des questions qui ressurgissent à chaque fois. Comment on devient membre du conseil scientifique? Est-ce qu'il y a, c'est quoi votre processus? Évidemment, là, vous venez de nous identifier trois nouveaux membres qui font partie évidemment de l'élite scientifique, mais il y a des personnes qui se demandent est-ce que, ou comment, une autre question qui revient souvent aussi, c'est comment on fait pour s'assurer que, par exemple, nous, dans nos différents instances, organisations, on soit branchés sur vos notes scientifiques, aussi sur les éléments. Est-ce que vous organisez des événements? Est-ce qu'il y a des façons de que vous valoriser où on peut connaître évidemment vos travaux? Je pense que c'était une belle valorisation aujourd'hui de votre nouvelle organisation et de la façon, mais on veut pouvoir évidemment contribuer ou en tout cas être au courant de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut suivre finalement sur les réseaux, par exemple? Alors, la meilleure façon de suivre, c'est sur LinkedIn, où on a nos collègues du bureau de New York qui essaient de publier le plus possible des updates, et puis ils essaient aussi de mettre en valeur les différentes organisations qui font partie de notre réseau. Je sais, il n'y a pas de chat où on peut mettre des liens exacts, mais Oui, vous je vais essayer pourriez. de Ah ben retrouver. sinon, on le partagera auprès Ah, des parfait. personnes. Pas de Voilà. problème si vous voulez, en tout cas. On peut faire ça voilà, sur le site internet. Au niveau de la sélection des membres, Adam, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus. Bon, malheureusement, la procédure est totalement opaque. Le Ouais. secrétaire général consulte son équipe et décide, mais euh, ce que je sais, que l'équipe dans le bureau de secrétaire général a une longue liste de tous les candidats, tous les sujets, toutes les capacités qu'on manque. Et je crois que peut-être le partenariat avec INSA peut aider votre groupe. INSA peut peut-être offrir un petit liste de candidats comme institution partenariat avec le conseil. Et nous pouvons aussi transférer des noms, mais c'est vraiment la décision du secrétaire général. On ne peut pas influer le processus beaucoup. Malheureusement, on a beaucoup d'idées. Mais heureusement, l'idée d'Iris Bonnet, c'était un propos, je crois, que de notre équipe, Madeleine, je ne suis pas sûr. Donc, Ouais, on a ouais. une théorie d'influence. Et une dernière question, justement, évidemment, là, on a des représentants de toute la francophonie, mais il y a une question en particulier qui a été posée par Monsieur Bienvenu Tony Biré-Audois. Quel mécanisme concret le Conseil scientifique envisage-t-il pour renforcer la représentation et l'influence des chercheurs africains dans vos processus consultatifs et décisionnels au niveau des Nations Unies? Est-ce qu'il y a des éléments par rapport à ça ou est-ce que vous avez, on l'a vu tout à l'heure, selon les régions du monde, évidemment, des enjeux ou des défis différents ou des réponses? Là, on a une belle représentativité évidemment du continent africain. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ou vous envisagez? Je pense qu'une des difficultés qu'on a là-dessus, c'est que malheureusement, quand on essaie de faire un peu une synthèse des données probantes, on se sert beaucoup comment dire, de l'index H, voilà, du nombre de publications scientifiques. On sait très bien que ce sont des processus qui sont très discriminatoires, qui favorisent les grandes universités, souvent américaines.
Et Voilà, ça en c'est anglais, surtout les en publications, c'est ça qui est anglais, important de faire exactement. attention. Donc, nous, on travaille beaucoup la Exactement. Ouais, découvrabilité des contenus en français, justement, ça fait tout à partie fait. C'est ça. évidemment des Ouais. travaux qu'on fait beaucoup au Québec sur cet aspect-là. Donc, on est confronté à ça, à l'invisibilisation aussi de la science francophone, de la science de certains pays qui ont un peu moins de ressources pour payer les publishers, les publications en open source. Enfin, voilà, ça, c'est pas un problème qui nous est propre, hein, c'est un problème qu'on a un peu partout. Ce qu'on essaye de faire pour compenser ça, c'est, Adam parlait justement de ce partenariat qu'on a eu avec le Wellcome Trust, où on pouvait en fait aller contacter des groupes de recherche dans différents pays. Je crois qu'on a eu le Brésil, le Ghana, si je ne me trompe pas, pour que ces centres de recherche puissent aussi nous donner leur, leur synthèse des données probantes dans leur contexte. C'est quelque chose qu'on aimerait faire beaucoup plus, hein. Pour l'instant, on est encore en discussion avec eux pour voir si on arrive à systémiser ça. C'est une façon voilà, de compenser un petit peu ce problème global et systémique. Dans les nouveaux membres, on a aussi quelqu'un qui vient, il me semble, voilà, Abdoulaye Jimde, qui est universitaire à Bamako, au Mali. Voilà, dans la sélection des membres, on essaye aussi de faire attention à ça, à la représentation aussi de différentes expertises. Voilà, et c'est quelque chose aussi sur lesquels on compte beaucoup pour sur nos organisations partenaires. Il y en a certaines qui sont créées justement pour faire entendre la voix de scientifiques et d'expertises d'autres contextes. Donc voilà, ça nous permet aussi de pas oublier et de vraiment se forcer Hmm. à faire cette Et voilà, pas juste supplémentaire. ajouter que on a commencé peut-être une collaboration avec l'Académie africaine des sciences, avec Liz Corsten. On va essayer. Il manque les, les réseaux pour vraiment commencer ça, mais on va essayer cette année, en fait. Donc, j'espère d'avoir de bonnes nouvelles la prochaine fois qu'on parle avec vous. En tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous ai au début qu'on essaye de garder évidemment une heure en fait pour la communauté. Alors, au nom du directeur du RFX, Mathieu Houmé, de l'ensemble en fait des membres de notre réseau, on a été ravis et honorés évidemment de pouvoir d'abord découvrir votre organisation, découvrir pour certains. On avait évidemment, c'est quelque chose de jeune, mais on est ravis et en tout cas de souligner que ça existe maintenant et que justement le conseil scientifique a de la valeur au niveau de l'ONU. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et votre participation. Il y avait beaucoup de questions. J'ai essayé, évidemment. On va vous les transmettre comme ça vous donnera aussi des idées, des questions qui ont été soulevées par les personnes qui participaient ce midi. Et puis, il y aura une transcription. La vidéo est rendue disponible à nos membres un petit peu plus tard, en fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je rappelle évidemment à l'ensemble des personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, rendez-vous le mois prochain, premier mercredi du mois. C'est un rendez-vous, hein, c'est toujours à la même heure, premier mercredi du mois. On reçoit toujours en fait des praticiens du conseil scientifique, différentes organisations, différents pays dans la francophonie. En tout cas, et on était ravis évidemment de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, merci pour toutes les questions et l'invitation, on apprécie. Ah ben merci Madeleine et Adam. Au revoir.